William Blake, 1757-1827, est de nos jours un des artistes anglais les plus célèbres de la fin du XVIIIe et du début XIXe siècle. Doué de multiples talents, il était à la fois poète, dessinateur, peintre, graveur. Il s'est également beaucoup intéressé au mysticisme, à la religion et à la Bible. À la fois artiste et artisan, il faisait tout lui-même. Il possédait ses propres presses, éditait ses livres et imprimait ses gravures. Aujourd'hui mondialement connu et reconnu, ayant influencé des générations d'écrivains, peintres, cinéastes, musiciens, chorégraphes et créateurs d'opéra, nous ne possédons en France que peu de ses œuvres, dont certaines sont entourées d'une aura de mystère, du fait de leur ésotérisme, qui peut se révéler difficile à appréhender. Très intéressé par les mythes païens et l'histoire de la Bible, Blake est dans une recherche mystique permanente. Si Blake est aussi poète et peintre, c'est en tant que graveur qu'il gagne sa vie, d'autant plus que la gravure est, outre sa formation première, son centre d'intérêt majeur. En 1784, avec l'héritage de son père, il ouvre une petite maison d'édition d'estampes. The Beggar's Opera, l'opéra du gueux, est un opéra comique en 3 actes écrit en 1728 par John Gay, en réaction à l'opéra italien qui connaît un succès immédiat. Ce genre de composition est très en vogue dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. Le peintre et graveur William Hogarth, 1697-1764, réalise à l'époque de la création de l'opéra 1728 une série d'huiles sur toile, du fait du grand succès de celui-ci. Quelques décennies plus tard, vers 1788, William Blake prend pour point de départ un des tableaux d'Hogarth, représentant une scène de l'acte 3, pour réaliser une gravure faisant partie d'une œuvre ô combien plus complexe et complète. Celle-ci représente un moment précis où tous les acteurs sont réunis, ainsi que des personnages de l'aristocratie anglaise qui ont le privilège d'assister à la représentation derrière des tables positionnées sur les côtés de la scène. William Blake reste considéré encore aujourd'hui, par sa popularité, comme un artiste contemporain. Ses influences le rapprochent des grands maîtres de l'histoire, Michel-Ange, Raphaël ou encore Léonard de Vinci, chez lesquels il puise ses inspirations mais également toutes ses constructions architecturales et complexes que nous retrouverons dans son œuvre finale ou achevée ici présente. Dans son style, William Blake sait aussi se référer aux textes bibliques ou encore à ceux de Shakespeare, Milton, Dante. Les Impénitents, groupe d'artistes écrivains graveurs, ont réalisé un ouvrage d'après William Blake intitulé Le mariage du ciel et de l'enfer. Et comme William Blake, ils n'ont pas séparé l'image du texte, idée fondamentale des œuvres de William Blake. Dans le monde des moteurs de recherche actuels, si l'on écrit William Blake, on peut constater qu'il figure parmi les artistes les plus regardés au monde. N'oublions pas, par ailleurs, l'immense littérature disponible dans presque toutes les langues. Pour aborder la présentation des études relatives à la projection des perspectives sur l'œuvre finale Beggar's Opera ou Opéra du gueux, il est important de s'imprégner du contexte général très précis dans lequel s'inscrivent les travaux de Blake. Dans la vidéo sont présentées les études comparatives des perspectives entre l'œuvre de Blake et la peinture de William Hogarth, peinture reprise par Blake pour la réalisation de son œuvre finale. Cette présentation constitue un point de départ et préfigure les présentations futures de l'ensemble des éléments inclus dans la composition de cette œuvre finale de Blake: encadrement, boîte, gravure, manuscrit et clé. Avant de poursuivre, il est essentiel de signaler que la géométrie sacrée est présente dans l'œuvre finale de Blake. Que ce soit dans les domaines de l'architecture, de la sculpture ou encore de la peinture, le nombre d'or, clé de la beauté et de l'harmonie, est la symbolique de la perfection. Il entre fréquemment dans le rapport entre les longueurs des surfaces, des formes. Ainsi, le nombre d'or, ou divine proportion, transparaît à travers des chefs-d'œuvre, comme la pyramide de Khéops, le Parthénon ou encore le dôme de Milan. Emblème de l'harmonie chez les disciples de Pythagore, le nombre d'or a orienté l'élaboration des plans des temples égyptiens, grecs et des églises gothiques. Il donne aussi une résonance bien spécifique aux œuvres plastiques issues du cycle méditerranéen, Égypte, Grèce, Byzance, ainsi qu'à celles des époques gothiques et de la Renaissance. L'étude de la géométrie sacrée peut nous permettre, par une approche renouvelée, de remonter à la source de nos origines,
d'ordonnancer notre fort intérieur, de conduire notre esprit à découvrir ou à redécouvrir notre existence, mais aussi à comprendre le cheminement qui mène jusqu'à la création d'une œuvre, en l'occurrence l'œuvre complexe de William Blake. La géométrie sacrée ou divine, harmonie, allie également symbolique, art, science, code et clés des combinaisons ingénieuses. Souvent, la géométrie sacrée désigne un ensemble de comportements et de doctrines relevant d'un enseignement élitiste, dissimulé, à l'origine réservé à un petit nombre, mais souvent aussi accessible par l'intermédiaire d'une initiation gardée secrète. Pour appréhender de manière précise l'étude de Blake, il faut savoir que les différentes techniques de la représentation en perspective poursuivent toutes le même objectif. Elles consistent à recréer sur une surface plate, à partir de la vision de la scène par un observateur, les objets en 3 dimensions, en tenant compte des effets de distance et des positionnements dans l'espace réel. Pour cela, Blake a choisi la perspective à 2 points de fuite, afin de respecter les phases d'un volume qui ne sont pas en perspective frontale, mais en perspective oblique. La perspective conique, ici oblique, est le mode de représentation du monde environnant qui correspond le mieux à celui de la photographie. La découverte des règles qui la régissent a été faite en Italie au Quattrocento ou première Renaissance au XVe siècle. Elle a ouvert la voie à la Renaissance artistique. Son nom tient au fait que les droites reliant l'œil de l'observateur au contour d'un objet forment un cône. On parle encore de projection en perspective centrale ou de perspective linéaire pour désigner la même méthode. À partir de l'œuvre de Hogarth, qui est une peinture réalisée sans étude de perspective précise, Blake s'est évertué, en respectant la taille de l'image, à résoudre cette difficulté. Les ajustements apportés par Blake aux lignes et au dessin artistique font que son œuvre est extraordinairement différente de celle d'Hogarth. Cette présentation a pour principale ambition de montrer que les calculs d'une extraordinaire et rare précision réalisés par Blake pour l'exécution de son œuvre révèlent un grand maître de l'étoffe des génies. Nous souhaitons que cette approche du travail de Blake aura attisé votre curiosité et qu'elle vous incitera à poursuivre la découverte de cet artiste aux multiples facettes, dont cette présentation n'est qu'un élément du corpus artistique.